démarche scientifique dans l'enseignement musical. Comment faire pour établir que ce que nous pensons est un avis sérieux et motivé, ou au contraire une erreur ou un jugement hâtif et erroné? Nous avons un avis sur les capacités d'un élève, sur une méthode pédagogique, sur le travail d'un collègue, sur une proposition pédagogique, sur un projet. Comment valider ou non ce que nous pensons? Comment réellement se donner les moyens d'être capable de changer d'avis? Nous pouvons, y compris dans l'enseignement musical, avoir recours à ce qui pourrait s'apparenter à une démarche scientifique et qu'on appelle, lorsqu'on s'éloigne du champ habituel de la science, la zététique, l'art du doute, dans une approche bayésienne, c'est-à-dire probabiliste. En d'autres termes, il ne s'agit pas de se forger un avis forcément tranché sur une question, mais de savoir mieux ce qui a pu nous faire penser ce que l'on pense, ce qui pourrait nous faire changer d'avis et comment. Il s'agit d'établir une méthode qui puisse nous permettre d'interroger ce que nous croyons et d'infléchir ce que nous pensons. C'est ce que nous vous proposons ici. La démarche scientifique, c'est une méthode qui passe par la recherche systématique de l'erreur et la méthode hypothético-déductive. Lorsqu'on pense quelque chose, on cherche d'abord à savoir si on n'a pas tort, si on n'est pas trompé par un biais, une erreur de raisonnement. On part de la théorie et on ne se sert de l'observation que pour tenter de l'infirmer. Pour Karl Popper, notre connaissance procède par conjecture et réfutation. C'est la fameuse méthode des essais-erreurs. L'esprit formule des hypothèses sur le réel et tout l'effort scientifique consiste à tenter de réfuter ces hypothèses par l'observation empirique. Voici donc ce que nous proposons. On part d'une hypothèse réfutable. On recherche les erreurs de logique, les biais, les représentations subjectives dans l'hypothèse de départ. On procède ensuite à l'établissement de critères de réfutabilité et d'un curseur de vraisemblance. On met en place des expérimentations reproductibles, on en fait l'évaluation, on établit alors une conclusion provisoire. Nous allons détailler cette méthode, puis l'appliquer à deux postulats simples qu'on retrouve assez fréquemment dans les conservatoires et les écoles de musique. Premier postulat. L'élève X n'est vraiment pas fait pour la musique. Là où ses camarades du même âge ont réussi à passer allègrement en cycle 2, l'élève X stagne en milieu de cycle 1. De plus, il ne travaille pas et revient chaque semaine en cours avec les difficultés qu'il avait la semaine d'avant. Postulat numéro 2. Le collègue Y, très expérimenté, qui possède un CA et qui a étudié au CNSM dans sa jeunesse, est bien plus compétent que moi. C'est la raison pour laquelle sa parole est d'ailleurs bien plus écoutée en réunion de l'équipe. Mais d'abord, revenons à la méthode. Premièrement, une hypothèse réfutable. Notre hypothèse doit être réfutable, c'est-à-dire que nous allons chercher quels éléments, quelles mises en situation pourraient nous permettre de la remettre en cause, voire de la réfuter, de démontrer qu'elle n'est pas valide, ou moins sûre que nous ne le pensions. Si nous ne sommes pas en mesure de trouver ce qui pourrait l'affaiblir ou la réfuter, c'est que notre hypothèse est dite irréfutable, qu'elle n'entre pas dans le champ des hypothèses, mais de ce que l'on appelle des scénarios. Une hypothèse irréfutable ne permet pas de démarche scientifique, et nous devons alors la considérer comme invalide. Un improvisateur a dit un jour lors d'une formation qu'il était né improvisateur, que c'était en lui, qu'il ne pouvait rien expliquer sur sa façon de faire ou de travailler, parce qu'il n'avait jamais travaillé, il était juste ainsi, comme ça, par nature. On ne risque pas de trouver ce qui pourrait prouver le contraire, on est juste obligé d'accepter ou de rejeter une telle affirmation au demeurant bien prétentieuse et tout à fait sclérosante pour tout apprenti improvisateur. Cette hypothèse ne pourra être contredite par aucune démarche, aucune mise en situation, aucune remise en question. On est plus dans le domaine de la magie que d'autre chose. Il aurait pu affirmer de la même façon qu'il avait chevauché une licorne rose invisible la veille au soir. Voilà bien une proposition irréfutable. On s'attachera donc à utiliser une variante des critères de Popper. Toute hypothèse doit être réfutable. Nous devons pouvoir établir des observations contredisant logiquement l'hypothèse. Deuxièmement, recherche de l'erreur dans l'hypothèse de départ. Dans une démarche scientifique, on reconnaît l'erreur. Le biais de sélection, par exemple, qui consiste à aimer conforter ce qu'on pense déjà. On a tendance à ne chercher en effet, ou ne garder, que les éléments qui vont dans le sens de ce que l'on pense déjà, qui confirment nos choix.
C'est pour ça que l'on ne lit préférentiellement que des journaux de notre famille d'opinion, que nos cercles d'amis nous ressemblent, que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche ont tendance à nous proposer de renforcer encore ce travers en nous proposant des publications qui ressemblent à ce que nous avons déjà aimé ou lu et qui viennent encore nous conforter dans ce que nous pensions déjà. Nous le faisons pour nous rassurer, pour l'orgueil aussi, car on croit qu'on se déshonore quand on se dédie, qu'on change d'avis, surtout radicalement. Nous le faisons surtout parce que notre cerveau adore cela et en redemande. Dans une démarche scientifique, on va tenter de prendre un maximum de précautions pour éviter les biais, les raisonnements faussés. Les biais cognitifs sont des erreurs de logique aussi trompeuses qu'un mirage dans le Sahara. Ce n'est pas parce qu'on est idiot, c'est parce que les mécanismes d'évolution de notre espèce ont privilégié des individus biaisés, que ces erreurs de logique ont pu être des atouts pour la reproduction et donc la capacité à engendrer une descendance. Et le meilleur moyen de lutter contre nos biais, c'est d'abord d'en connaître l'existence et ensuite de les combattre collectivement. Troisièmement, établissement de critères de réfutabilité et d'un curseur de vraisemblance. Notre hypothèse étant réfutable, il s'agit maintenant simplement de chercher comment la réfuter, quelle méthode va nous permettre de le faire. Si on pense qu'il est nécessaire de savoir lire la musique pour en faire, il suffira par exemple de constater qu'une écrasante majorité des musiciens sur Terre ne sont pas lecteurs, pour simplement réfuter cette hypothèse. Si on postule que les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par des hommes, il faudra aller chercher les chiffres et études disponibles pour tenter d'infirmer cette hypothèse. Si on n'y parvient pas, c'est que l'hypothèse est malheureusement robuste. Le curseur de vraisemblance sera utilisé pour des cas plus complexes. Imaginons que je pense que les pédagogies dites actives sont le fruit de l'élaboration d'intellectuels déconnectés de l'enseignement musical, que cela paraît séduisant, mais que c'est juste impossible à mettre en œuvre dans les conservatoires. Imaginons qu'une conviction totale dans cette hypothèse soit représentée par 1, et qu'une conviction absolue que ce postulat est faux le serait par 0. Imaginons que je me situe à 0,7, c'est-à-dire que je crois dans cette hypothèse sans en être complètement sûr. Disons que j'y crois largement. Passer au crible de la réfutabilité ma conviction pourrait ainsi, sans me faire basculer complètement, sans me faire totalement changer d'avis, faire bouger mon curseur de vraisemblance vers plus de doute en la robustesse de cette hypothèse. Ensuite, expérimentation reproductible. Passons donc au crible de l'expérimentation notre postulat. Cette expérimentation doit être reproductible, c'est-à-dire établie suffisamment clairement pour pouvoir être reproduite par des collègues par exemple. Revenons à notre postulat que l'usage des pédagogies actives dans l'enseignement musical serait l'œuvre d'intellectuels déconnectés de la pédagogie du quotidien. Rencontrer et discuter par exemple avec un enseignant de terrain qui pratique les pédagogies actives pourrait faire bouger mon curseur, disons de 0,7 à 0,6. Je ne serais pas totalement convaincu, il resterait une part significative de doute sur la possibilité réelle de mettre en œuvre des pédagogies actives dans l'enseignement musical, et le curseur ne bougerait pas suffisamment pour me faire changer d'avis. Mais j'en sortirais un peu moins sûr que ces pédagogies sont seulement l'œuvre d'intellectuels déconnectés, même si je demeure convaincu qu'il est plutôt impossible de les mettre en œuvre dans un conservatoire. Je passerai ainsi du statut de « j'y crois tout à fait » à « j'y crois plutôt ». Mettre en œuvre des pédagogies actives dans ma démarche pédagogique, les tester concrètement, en faire l'expérience pourrait faire basculer d'autant plus mon curseur, me démontrant qu'il est tout à fait possible de le faire. J'inverserai ainsi la tendance passant de 0,6 à 0,2 ou 0,1. J'aurai alors changé d'avis. Toutes ces expérimentations pourraient être reproduites par un ou une collègue qui aurait les mêmes convictions de départ que moi. Ces expériences seraient donc reproductibles. On s'attachera donc à évaluer les expériences ainsi réalisées en prenant soin de combattre toute forme de subjectivité et là encore de biais cognitifs. Dans notre exemple, si on connaît une expérience peu probante de mise en œuvre de pédagogie active et qu'on part d'un curseur haut, on peut tout à fait retomber dans un biais de confirmation d'hypothèse en renforçant sa conviction que, décidément, les pédagogies actives font bien partie du verbiage expérimental des pédagogistes, que l'échec de la mise en œuvre en est une démonstration supplémentaire. L'idéal pourrait alors, pour s'en prémunir, être de réaliser ces expériences pédagogiques avec des collègues rompus à cet exercice, afin de se donner tous les moyens de réussir cette expérimentation. Cela permettrait peut-être
d'éviter d'être victime du biais d'autocomplaisance qui nous pousse à croire que nous sommes à l'origine de nos réussites, mais pas de nos échecs. L'évaluation de l'expérimentation ne peut donc se passer de l'évaluation des conditions de sa mise en œuvre. À la suite de tout cela, je peux établir une conclusion. Si on n'arrive pas à infirmer notre hypothèse, alors on pourra se dire qu'elle est valide, en tout cas pour l'instant, mais suspendue à de nouveaux éléments qui viendraient l'infirmer. La démarche scientifique n'autorise pas de vérité définitive. Si notre hypothèse est testée par d'autres, si personne n'arrive à la démonter, avec le temps, on pourra se dire qu'elle est robuste, ce qui ne l'empêchera pas d'être suspendue à de nouvelles recherches. Revenons maintenant à nos deux exemples et tâchons de leur appliquer la méthode. Premier exemple, l'élève X n'est vraiment pas fait pour la musique. Là où ses camarades du même âge ont réussi à passer allègrement en cycle 2, l'élève X stagne en milieu de cycle 1. De plus, il ne travaille pas et revient chaque semaine en cours avec des difficultés qu'il avait la semaine d'avant. Cette hypothèse est indéniablement réfutable. Il semble qu'une situation qui permettrait à l'élève X de progresser viendrait remettre en cause l'affirmation qu'il n'est pas fait pour la musique. Recherchons les erreurs dans l'hypothèse de départ. Et pour cela, partons donc à la chasse aux biais cognitifs. Le premier qui saute aux yeux, c'est l'essentialisme. L'enfermement de cet élève dans une identité indépassable, une nature qui lui serait propre. La deuxième partie du postulat, ne semblant être là que pour justifier, illustrer la première, constituant un biais de confirmation d'hypothèse. Avoir fait nous-mêmes nos études dans un conservatoire où l'idée que des élèves sont faits pour la musique et d'autres pas, a pu nous amener à penser que c'était ainsi, là où des profs en échec se servaient juste de ce prétexte, de cet argument autoritaire, pour mieux dissimuler leur incapacité à trouver des moyens de faire progresser tous les élèves. Le biais de conformisme pourrait nous pousser à y croire à notre tour, et le biais d'autocomplaisance pourrait fort bien là aussi nous extraire de toute responsabilité face à nos échecs, préférant en faire porter la responsabilité sur le seul élève. L'absence apparente d'investissement de l'élève X est clairement mise ici à son compte. Pourtant, en évitant les erreurs fondamentales d'attribution, on pourrait alors poser 1000 questions sans rejeter de fait la responsabilité de la situation sur le seul élève et commencer par exemple à poser l'incapacité de son enseignant à favoriser sa motivation. La dernière phrase donne pourtant des indices. Si l'élève revient chaque semaine avec les mêmes difficultés, on peut raisonnablement penser que l'enseignant ne varie ni la méthode, ni les compétences travaillées, enfermant l'élève dans l'échec. L'enseignant ne cherche apparemment pas à varier son approche pédagogique. On procède ensuite à l'établissement de critères de réfutabilité et d'un curseur de vraisemblance. Si on a émis l'hypothèse que l'élève X n'était pas fait pour la musique, c'est que d'évidence, ce qui lui a été demandé jusqu'alors ne lui a pas permis de progresser, d'apprendre là où ses camarades dans la même situation ont pu progresser et donc prendre une avance considérable sur lui. Tenter d'autres approches pédagogiques pour permettre à un élève étiqueté comme « pas doué » d'infirmer son incapacité à progresser en se demandant s'il n'a pas juste une autre façon d'apprendre que personne ne lui a permis d'explorer jusqu'à maintenant serait une façon de réfuter l'hypothèse que l'élève X n'est pas fait pour la musique. Si une autre approche, radicalement différente, lui permettait de progresser, cela viendrait sérieusement affaiblir cette hypothèse qu'on pourrait alors corriger et reformuler. L'élève X n'est pas adapté à la méthode d'apprentissage que nous lui avons proposée jusqu'à maintenant. Remise à l'endroit, cela donnerait les méthodes pédagogiques proposées à l'élève X ne lui ont pas permis de progresser, de rentrer dans l'apprentissage. Si notre hypothèse se confirme au contraire avec une approche radicalement différente, alors on pourra à nouveau poser la même question au nom de l'article 1 de notre code de déontologie qui veut que nous parions sur l'éducabilité de tous. Nous pourrons être en recherche d'une nouvelle façon de permettre à l'élève X de rentrer dans les apprentissages. L'expérience d'alternatives fécondes à l'apprentissage vaut sans doute pour tous ceux qui ne se retrouvent pas dans les situations pédagogiques proposées jusqu'alors. Cela vaut également pour les structurations. Il est loin d'être certain qu'un apprentissage découpé entre formation musicale, formation instrumentale et collective puisse permettre à tous les élèves de s'y retrouver. Imposer une seule structuration de l'enseignement musical, c'est à coup sûr restreindre les possibilités de progrès pour tous ceux que cette méthode ne place pas dans une situation féconde à l'apprentissage. Évaluer les progrès d'élèves mis dans des situations d'apprentissage alternatives vaudra à coup sûr évaluation de l'hypothèse de départ qui sera infirmée en cas de succès. Deuxième cas,
Le collègue Y, très expérimenté, titulaire du CA et qui a étudié au CNSM dans sa jeunesse, est bien plus compétent que moi. C'est la raison pour laquelle sa parole est d'ailleurs bien plus écoutée en réunion de l'équipe. Le postulat fait un lien entre les diplômes, l'expérience du prof Y et sa compétence présumée. Tout est ici matière à réfutation. Les individus les plus diplômés paraissent les plus prompts à défendre le poids du diplôme et à légitimer les inégalités qui en découlent. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On pourrait interroger ce qui rend la parole du prof Y aussi légitime en réunion d'équipe. Contre-hypothèse. Et si c'était la façon dont la direction distribue et donne du crédit à la parole des uns et des autres qui occupaient une place prépondérante dans la légitimation de telle ou telle parole? Et si un directeur, parce qu'il se reconnaît dans ce parcours, qu'il a lui-même emprunté, permettait de facto aux collègues les plus diplômés, peut-être aussi de sexe masculin, d'être mieux écoutés, mieux considérés que les autres? Par des petites phrases de validation par exemple, une attention accrue, des invitations directes à donner son avis. Cela pourrait être la cause de la légitimation du prof Y et non ses compétences d'enseignant. Mais regardons les diplômes de près et questionnons-nous. Les diplômes instrumentaux du CNSM ne sont pas des diplômes liés à l'enseignement, mais à une pratique instrumentale de haut niveau. On pourrait donc y mettre la contre-hypothèse que nombre de diplômés des CNSM se destinaient à des carrières de musiciens et que l'enseignement représente potentiellement pour eux un échec, voire une frustration. Les CA ne sont pas si différents, le volet pédagogique y étant très récent. Allons plus loin dans notre contre-hypothèse sur les diplômes. Les diplômes d'enseignement, DE, CA, sont-ils mécaniquement gages de compétences de l'enseignant? On pourrait émettre là aussi un autre questionnement. Et si les diplômes concernant strictement l'enseignement étaient majoritairement détenus par ceux qui parviennent le plus habilement à offrir aux examinateurs les réponses adéquates? Et si ceux qui l'ont obtenu étaient les plus dociles, les plus scolaires, les moins enclins à affirmer des choix personnels? Et si cette majorité d'enseignants diplômés s'empressaient d'oublier rapidement les leçons apprises dans ces formations, sur les alternatives pédagogiques, sur l'éducabilité de tous, sur la démocratisation, versant dans le biais de conformisme afin de se fondre dans la masse des enseignants élitistes, en contradiction avec le contenu même des formations au métier d'enseignant qu'ils ont reçues? L'absence de réfutation immédiate de ces contre-hypothèses fragilise sérieusement la certitude que le CA ou un passage par le CNSM serait un indice de compétence d'un enseignant. De la même façon, pourquoi l'expérience, c'est-à-dire le temps qu'on a passé à exercer un métier, serait mécaniquement gage de gain de compétences? Émettons la contre-hypothèse suivante. Un enseignant, qui ne voulait pas enseigner mais qui n'a pas réussi à devenir le soliste que l'enseignement musical lui a fait croire qu'il pourrait devenir à grands coups de sacrifice, pourrait n'avoir puisé de son expérience que sentiment d'aigreur, frustration et lassitude, et être devenu un bien mauvais enseignant. Bien plus mauvais encore qu'à ses débuts. C'est possible, n'est-ce pas? Nous attribuons instinctivement et inconsciemment un fort pouvoir à la vie d'une figure d'autorité, chef ou expert d'un domaine. C'est ce qu'on appelle le biais d'autorité. Ainsi, il est fort possible que ce biais soit à l'œuvre dans le statut symbolique que peut avoir l'enseignant Y en réunion. En se détachant des représentations et des biais d'autorité, il serait intéressant pour tenter d'infirmer cette hypothèse de se mettre d'accord pour établir des critères qui font la qualité du travail d'un enseignant, sa compétence d'enseignant, en n'oubliant pas de la contextualiser. Sa capacité à permettre à des élèves très différents de s'épanouir et de rentrer dans les apprentissages, sa capacité à questionner concrètement la sociologie et la culture de son instrument, son refus absolu de toute forme de violence éducative, sa capacité à favoriser l'épanouissement et l'autonomie des élèves dont il a la charge, sa capacité de travail en équipe, de découverte, de recherche, son rôle d'artiste sur le territoire. La liste pourrait encore être longue. Faudrait-il y mettre son parcours et ses expériences, ou ce qu'il en fait, ou les deux? Étudier la validité des démarches et des arguments, et non le CV de ceux qui les conduisent, ce serait une belle opération d'hygiène mentale, et ça éviterait d'écouter le professeur Raoult quand il annonce crânement qu'il n'y aura pas de deuxième vague de Covid. Dans le cas qui nous occupe, sans mettre en place de nouvelles expérimentations à proprement parler, une simple évaluation de ces résultats dans les domaines que nous aurions définis pourrait permettre de réfuter ou non cette hypothèse, et peut-être enlever quelques complexes fort illégitimes à des tas de jeunes profs. Donnons le dernier mot à Samuel Chéniard, qui évoque un des aspects de son rhôle de formateur au CFEDEM Rhône-Alpes. Il est interrogé par Noémie Lefebvre.
Pour moi, tout professionnel devrait s'interroger sur les évidences de ces pratiques, et peut-être d'autant plus quand on est enseignant. Évidemment, on ne peut pas faire ça 24 heures sur 24, mais il faut y penser à minima. En tant qu'enseignant, on a déjà intégré le boulot d'enseignant depuis tout petit, que ce soit à l'école, au collège, mais aussi dans les écoles de musique ou les conservatoires. Bien avant de devenir enseignant, on sait ce que c'est qu'enseigner parce qu'on a appris ce métier par rapport au métier d'élève qu'on faisait. Et souvent cet apprentissage s'est incorporé à l'insu de notre plein gré. La formation sert donc à rendre visible un certain nombre d'impensés ou d'évidences. Par exemple le fait qu'il peut exister des pratiques qui ne visent pas un concert, qui ne visent pas une perfection et ne dépendent pas d'une logique de représentation. Les enseignants qu'on forme travaillent ou vont travailler pour la plupart dans des écoles de musique associatives ou municipales, où ils auront à former des gens pour faire de la musique, c'est-à-dire comme une activité à faire maintenant. Pourtant, on est plutôt dans une logique d'apprendre la musique pour jouer plus tard, en mettant en avant un seul type de pratique, la pratique de scène, et ça empêche un ensemble de pratiques de se faire, voire d'être nommées. Adopter une approche plus scientifique dans notre démarche et notre façon de réfléchir, passer au crible de la pensée critique nos certitudes, serait un progrès pour notre pratique d'enseignement. La condition est d'abandonner l'idée que nous nous confondons avec ce que nous pensons et que toute remise en cause de nos certitudes serait une attaque contre notre personne. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Nous sommes notre façon de penser.